Mesdames et messieurs, bonsoir. On me demande de vous présenter, je suis Christian Colonel, je suis le coordinateur du téléphone de la Charente-Maritime. Je vais remercier ce soir Michael Chasse-Picot et M. Laurent Fagès de l'association Feu qui nous reçoivent ce soir. Pourquoi avoir fait cette conférence ici? Eh bien, l'État est notre partenaire départemental depuis 2009. Chaque année, pour l'occasion du téléphone, eh bien, il nous prête gracieusement les véhicules que nous avons besoin pour sillonner le département, pour venir rendre visite à tous les organisateurs et surveiller ainsi la sécurité des dons dans tout le département. C'est un partenaire Nous avons aussi d'autres partenaires qui, ce soir, ne sont pas présents et qui nous ont aidés pour cette soirée. Je parlais de Ligue Nature qui ont aussi une partie de l'ère de l'amitié que nous prendrons après la conférence. Merci aussi de la présence de Bernadette Berthollet, qui est la responsable du service régional de l'AFM et son équipe. De Claudine Bérambeau, qui est la responsable de la délégation de l'AFM et Téléthon pour notre département et qui est présente aussi ce soir avec une partie des membres. Eh bien, ce téléthon, cette conférence, va vous permettre de mieux connaître le téléthon et surtout de voir où va l'argent, récolter ainsi les avancées que ça va procurer au point de vue du domaine de la maladie, dans ce combat que mène l'AFM déjà depuis 29 ans contre la maladie grâce au téléthon. Eh bien, vous verrez tout ce qui a été possible de faire. Et je tiens à vous remercier, vous tous, organisateurs qui, sur le terrain, vous donnez sans compter tous les ans, qui pleuvent, qui neigent et qui ventent, et qui ont permis cette année encore de récolter sur le terrain 294 000 €.
et sur l'ensemble du département de générer plus de 800 000 € pour la Charente-Maritime. Un grand merci à vous tous qui avez contribué. Je tiens à remercier tous les bénévoles. J'en profite pour remercier, pour dire un grand merci à tous ceux qui m'aident dans ma tâche de coordinateur, à toute l'équipe de la coordination, nous sommes 18 actuellement, et qui œuvrent, eux, à longueur d'année pour que le Téléthon soit une réussite. Ainsi que toute l'équipe de l'animation, que vous verrez ce soir après la conférence, et qui, eux aussi, pendant 2-3 week-ends, où va se passer le Téléthon cette année, parce qu'il y a du décalage pour les élections, et bien, avec tous ces artistes qui, bénévolement, se produisent pour animer vos animations et vos téléthons. Un grand merci à toutes les personnes. Je ne vais pas m'attarder et je vais laisser la parole à Michael et à Laurent. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'éco-concession de La Rochelle. Ce lieu vous est dédié et vous êtes toujours les bienvenus. Je vais juste vous définir le lieu dans lequel vous êtes. Une éco-concession, il y en a 3 dans le monde, dont une à La Rochelle. C'est une concession à énergie positive. Donc on utilise l'eau de pluie pour laver les voitures, on se réchauffe, on se refroidit avec des puits canadiens. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Bien évidemment, nous sommes honorés de vous recevoir. Parler des bénévoles, on a vu leur travail toute la journée. C'est assez incroyable. Leur cohésion, leur sympathie, le sourire qu'ils puissent et l'énergie, parce que je pense qu'on va en parler beaucoup ce soir. Donc un grand merci, on est très heureux de vous accompagner et de vous soutenir pour ce prochain Téléthon encore et pour de bien nombreuses années. Cette année également il y aura un événement à l'éco-concession, parce qu'on s'est dit que prêter des véhicules c'est bien, ça demande, mais ça ne nous suffisait pas. Donc ce lieu va se transformer également pendant le Téléthon pour apporter encore plus son soutien. Et puis je vais vous présenter l'équipe. On va commencer par Laurent Fage, parce que nous aussi on a des coordinateurs pour préparer les voitures. Laurent, je vous demande de venir s'il te plaît. Laurent fait ce soir aussi sa mutation, puisqu'il a eu une promotion chez Lexus, mais il restera avec nous. On va appeler Florian, qui va le remplacer également. Voilà, Florian Pédéro. Et je vais vous présenter le directeur de Royan-Saint-Cognac, puisque c'est départemental, Monsieur Davot, qui coordonne l'ensemble des véhicules, les relations, et qui, vous pourrez le rencontrer tout à l'heure, fait beaucoup d'actions vers les autres. Et puis Clément Petit-Roger, il sera le soutien et il a souhaité être parmi nous ce soir. Voilà, je ne vais pas vous monopoliser le temps de parole. On est à votre disposition et on attend une très belle conférence, donc on vous souhaite une agréable soirée. Et puis tout à l'heure, pour le maître de l'amitié, nous serons avec vous. Merci. Et maintenant, je vais vous présenter Laurence Thiénot-Herman, présidente de la FM de Téléthon et du Génétat. Laurence est présidente déjà depuis 12 années et elle a fait vraiment un travail magnifique pour tous les malades et pour le Téléthon. Je lui laisse la parole. Merci Laurence d'être descendue de Évry jusqu'à La Rochelle. C'est un plaisir de te recevoir et tu nous as accordé vraiment sans rechigner les oui dès l'instant où nous avons demandé, nous t'avons sollicité. Merci. Merci à toi. Et j'avoue qu'en 12 ans de présidence, c'est la première fois que je fais une conférence dans une concession Toyota. Vous ne m'en voulez pas trop, monsieur le directeur de la concession Toyota d'ici, mais ce sera peut-être pas la dernière d'ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Ravie de vous rendre compte, de vous expliquer, de vous mobiliser. Je crois que si c'est nécessaire, mais je crois que vous êtes très très mobilisés déjà. Mais surtout de vous expliquer comment nous utilisons l'argent du Téléthon et comment nous avançons et surtout quels sont nos défis et nos espoirs pour demain. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas,
Je suis en effet Laurence Thénoërmans, je suis présidente de l'association, la FM Téléthon, depuis 12 ans. Depuis très exactement le 4 juillet 2003. Et puis je suis d'abord et avant tout, surtout une maman, puisque j'avais un fils unique atteint de myopathie du chêne, qui m'a quitté quelques semaines après que je sois élue présidente. C'était, il y aura 12 ans dans quelques jours, puisque c'était le 30 octobre 2003. Et si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire que c'est cela mon moteur tous les jours. Et c'est ce qui me fait me lever tous les matins et me dire que ce que nous faisons tous ensemble, collectivement, c'est quelque chose de magnifique. Et que la maladie incurable, c'est quelque chose d'insoutenable, surtout quand ça touche nos enfants. Je crois que dans cette salle, beaucoup d'entre vous, vous êtes soit parents, soit grands-parents, et je pense que vous n'avez pas trop de mal à comprendre ce qui nous motive en tant qu'association de malades et de parents de malades. C'est pour ça, alors je ne sais pas si on peut peut-être éteindre parce que ce sera plus facile pour... on ne peut pas éteindre juste cette partie-là? Pas du tout, monsieur le directeur. Je suis désolée de ne surtout pas mettre le bazar dans votre concession. D'accord. Oh, je ne voudrais surtout pas vous perturber. Donc j'espère que vous voyez bien ce qui est... Voilà, très bien. Donc comme vous le voyez, le Téléthon, c'est vraiment la convergence de toutes les énergies. Alors, monsieur le directeur en parlait tout à l'heure à juste titre, et je crois que vous en êtes vraiment la brillante illustration ce soir. Le Téléthon, ce sont d'abord les énergies des familles. Je vous l'ai dit, je vous ai raconté un peu mon histoire, qui est celle de toutes les familles de notre association, celle de tous les membres du conseil d'administration de notre association, puisque nous sommes tous des gens concernés par la maladie. Et au travers des familles administratrices, je voudrais aussi rendre hommage aux familles pionnières de notre association, qui, dès les années 58, puisque je ne vais pas du tout vous faire l'histoire, mais notre association est née en 58, même si elle est bien sûr plus connue depuis 87, et bien depuis toutes ces années, elles se battent et on se bat. Et on déplace des montagnes, même parfois contre vents et marées, parce que les vents ne sont pas toujours avec nous. Et le vent, vous savez ce que c'est, vous n'êtes pas loin de la mer, donc vous en connaissez quelque chose. Énergie bénévole, comme je le disais, je crois que vous en êtes une brillante illustration. Et puis énergie de partenaire, alors là, on est dans le lieu symbolique. Et je voudrais souligner dans la salle, parce que quelques-uns se sont présentés à moi tout à l'heure, la présence de nos tout premiers partenaires de l'association Lions Club, qui, bien avant tout premier Téléthon, étaient déjà partenaires dans le cadre du COFRASAN, Comité français de soutien pour la recherche contre les myopathies. Donc c'est une longue histoire, un long partenariat, une histoire d'amitié aussi entre les Lions et nous, et aussi entre tous les partenaires. Et puis, énergie de scientifiques et d'experts, parce que ici ce sont quelques images qui ont été prises lors du dernier Téléthon avec ces chercheurs pionniers de la thérapie génique qui avaient souhaité sur le plateau vous saluer, rendre hommage à tous les donateurs et à tous les bénévoles engagés à nos côtés et sans qui, évidemment, ils ne pourraient mener toutes les actions qu'ils mènent tous les ans, puisque nos scientifiques dépendent complètement, il n'y a pas que d'ailleurs, mais dépendent complètement, bien sûr, de la collecte du Téléthon. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous passer comme message essentiel ce soir? Celui-ci me semble important. C'est le fait que la dimension, grâce à vous, grâce à une mobilisation qui date pour certains de près de plus de 28 ans, puisque le prochain Téléthon sera le 29e, la dimension de notre combat a complètement changé. Alors, même si les valeurs sont les mêmes, même si notre moteur est le même, la mort aux trousses, vous l'avez compris, dans nos valeurs, le refuser, résister, guérir, qui fait partie vraiment de l'ADN de notre association. Dans nos valeurs, je dirais qu'il y a l'audace, l'innovation, la notion de défi, mais l'objectif lui-même n'a pas non plus changé, puisque c'est guérir, et autant faire ce que guérir vite. Objectif aussi d'aider et d'accompagner les malades et les familles dans leur vie quotidienne. Par contre, réellement, la dimension de notre combat a changé. Pourquoi? Parce qu'on rentre aujourd'hui, je dirais, dans un nouveau chapitre de notre histoire associative. Ce chapitre, c'est celui d'une ère industrielle, pharmaceutique, du début
des essais, même pas du début, je dirais d'une explosion du nombre d'essais chez l'homme dans les maladies rares qui aujourd'hui dépendent pour beaucoup d'entre elles des fonds du Téléthon. C'est vraiment une dimension tout à fait nouvelle et vous en avez un symbole, peut-être certains d'entre vous ont-ils entendu la semaine dernière, c'était le 9 octobre, le fait que nous avons annoncé, sorti un communiqué de presse et annoncé le fait que, avec le soutien de BPI-France, nous allons construire une plateforme industrielle pour produire des médicaments de thérapie génique et cellulaire et pouvoir les amener jusqu'aux médicaments. Je vous expliquerai pourquoi. Mais très clairement, on est vraiment dans cette nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, elle fait suite à des années et des années de désert médical et scientifique. Pour ceux qui ont connu les années pré-Téléthon, ils s'en souviennent sans doute. Et ce dont moi je me souviens, 87, puisque pour le diagnostic de la myopathie du chêne de mon fils, c'était avril 87. Et à l'époque, il n'y avait pas encore eu le premier Téléthon, puisque le tout premier c'était décembre 87. Et mon médecin généraliste de me dire, je le connaissais bien, c'était un ami de la famille, tu sais, c'est vraiment pas de chance parce que c'est une maladie génétique. Alors, il n'a pas dit aussi, je dirais, désinvolte que ça parce qu'il était très très ennuyé. C'est une maladie génétique, une maladie des muscles incurable. Et en France, il n'y a pas d'équipe qui travaille sur cette maladie-là. Si un jour il y a quelque chose qui se passe, regarde du côté des États-Unis, ça viendra forcément de là-bas. Et puis 6 mois après avait lieu le tout premier Téléthon et on a vraiment fait bouger les choses et contribuer à des avancées exceptionnelles qu'on ne pouvait pas soupçonner ici, chez nous, en France, grâce au Téléthon. Ça n'a vraiment rien à voir aujourd'hui. Quand on annonce à une famille, notamment la myopathie du chêne, ce qu'on peut lui dire, c'est plus exactement ce qu'on disait, ce qu'on nous disait à nous, vieilles familles, en 87. 87, comme vous voyez, c'est par hasard si j'ai mis une slide blanche, désert médical, désert scientifique. Souvent, les médecins disaient inéluctable, seule l'évolution tranchera. Et voilà, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait rien, d'où cette slide blanche. Et puis, premier Téléthon décembre 87. Alors pour ma part, je peux vous dire que je n'avais pas regardé ce premier Téléthon. J'avais allumé le téléviseur, et mon fils à l'époque, 3 ans et demi, un petit bout qui allait bien comme tous les enfants de son âge, ce n'est qu'il n'était pas très très souple, un peu moins souple que les autres. Et donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible, sa maladie ne va pas se développer, c'est pas vrai, ils se sont plantés. C'est la politique de l'autruche pendant 1 an ou 2 avant qu'il y ait vraiment les signes cliniques de la maladie. Mais pour autant, avec les moyens des premiers Téléthons, on a construit ce grand laboratoire qui est le laboratoire Généton. Certains d'entre vous l'ont peut-être visité. Si vous ne l'avez pas visité, je vous encourage à venir, parce que tous les ans, on reçoit plus de 2500 visiteurs. Généton, qui existe depuis 89, donc il y a tout juste 25 ans, qui est à l'origine des premières cartes du génome humain, à l'origine de découvertes de centaines, que disent de milliers de gènes, donc vraiment un précurseur et un accélérateur dans le domaine de la génétique. Généton aujourd'hui, ce sont 240 experts qui sont dans le laboratoire Généton et qui dépendent à 80% des fonds du Téléthon. On a construit aussi l'Institut de biologie, qui lui n'est pas à Évry, Généton est à Évry, l'Institut de biologie est à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et à l'Institut de biologie, 260 experts. Là aussi, à 55% dépendant des fonds du Téléthon. On a construit ISTEM. Il est plus récent, ISTEM, il date de 2005, il a donc tout juste 10 ans. ISTEM, 80 experts, et ISTEM a ce site particulier qu'il travaille sur les cellules souches. Son objectif, c'est de vérifier, de valider le fait que ces cellules souches auraient vraiment des potentialités thérapeutiques et qu'elles auraient cette capacité à refaire du tissu, refaire des organes défaillants et déficients. À Estelle, je vous disais 80 experts. Et puis Atlantic Gene Therapies, donc là qui est un peu plus proche de chez vous, puisque ça se trouve à Nantes, nous y avons 75 experts. Et AGT travaille comme Généton sur la thérapie génique des maladies rares. Ces 4 principaux laboratoires, on les a regroupés sous une bannière commune qu'on appelle l'Institut des biothérapies des maladies rares. Alors pourquoi biothérapie des maladies rares? Biothérapie parce que
c'est, je dirais, le cœur de mission de ces 4 laboratoires. Ce sont les thérapies géniques, les thérapies cellulaires. Vous savez tous ce que c'est que la thérapie génique. Voilà, c'est quand on emmène via un virus, on débarrasse des propriétés pathogènes, on met dedans le gène médicament qui est censé réparer le gène malade dans la cellule malade. Pour l'instant, tout va, ça va, c'est tout simple, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ça prend un petit peu plus de temps que ça. Et donc, les biothérapies, c'est le cœur de mission de ces 4 laboratoires et des maladies rares, parce que les premières maladies qui sont traitées et sur lesquelles les recherches translationnelles sont développées sont des maladies rares, j'y reviendrai. Donc, si je ne me suis pas trompée par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est autour de 600 experts entre ces 4 principaux laboratoires qui dépendent majoritairement de l'AFM Téléthon et donc des fonds du Téléthon. Par exemple, en ce moment, on est en train de construire le budget. Ce matin, j'étais ni en réunion budgétaire. Et ces 4 laboratoires, de dire qu'ils ont besoin de 38 millions d'euros, rien que ces 4 laboratoires avec ces 600 experts. Ça ne vous donne pas tous les programmes de recherche par ailleurs, hein, parce qu'en plus des 4 labos, nous finançons 300 programmes de recherche en plus. Donc tous les ans, on a coutume de dire qu'on finance autour de 900 à 1000 chercheurs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour aujourd'hui, avec toute cette recherche qui a été développée, puisqu'au début c'était de la recherche fondamentale, qui continue d'être utile bien sûr, c'était ensuite développer des modèles souris, tester des médicaments innovants sur les modèles souris, passer au gros animal quand il existe le gros animal, et ensuite passer à l'homme avec ces laboratoires, avec ces programmes. Aujourd'hui, on aborde vraiment ce nouveau chapitre de notre histoire. Et ce nouveau chapitre, il concerne les maladies rares dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est une photo de la marche des maladies rares. Comme vous êtes beaucoup sur le terrain au moment du Téléthon, vous ne savez pas exactement ce qui se passe à la télé, vous ne voyez peut-être pas cette arrivée de la marche des maladies rares. C'est une marche qui est vraiment très, très émouvante, parce que d'abord, il y a à peu près 1000 personnes qui marchent dans Paris, avec des pancartes et des noms de maladies toutes plus différentes les unes des autres. Et ce que l'on demande aux marcheurs, qui sont des familles et des parents de malades, ce qu'on leur demande, c'est de ne pas prendre la pancarte de leur propre maladie, parce qu'il y a un peu cette habitude, ce réflexe de prendre toujours la pancarte qui incarne la maladie dont est atteint notre proche. Et là, on leur demande non, de prendre une autre pancarte. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit qui doit régner dans cette marche et dans le domaine des maladies rares, c'est justement le fait que, même si ce sont des maladies très différentes les unes des autres, elles ont toutes ceci en commun, c'est que ce sont d'une part des maladies rares, donc ça veut dire moins d'une naissance sur 2000, qu'elles sont majoritairement d'origine génétique, puisqu'à 80% des maladies rares sont d'origine génétique, qu'elles sont pour leur grande majorité, à 99%, il n'y a pas de traitement mis sur le marché pour ces maladies rares, et qu'on n'avancera pas si on prend chaque maladie isolément, et on est obligé d'être tous ensemble pour vraiment faire reconnaître ces maladies rares comme un véritable enjeu de santé publique. C'est ce qu'on a pu obtenir en regroupant tous les acteurs, toutes les organisations qui travaillent dans le domaine des maladies rares dans un lieu commun, sur un site commun à l'hôpital Broussais à Paris, parce que nous y louons 2500 mètres carrés à cet hôpital Broussais, et il y a toutes ces organisations-là qui dépendent elles aussi majoritairement des fonds du Téléthon, sur la plateforme Maladies Rares. Pour tous ces acteurs, enfin, sauf la FM Téléthon, nous-mêmes nous y avons un bureau, donc on s'exclut du chiffre que je vais vous annoncer, mais sinon tous les autres, au cours de ces 10 dernières années, nous avons apporté 47 millions d'euros. Donc il y a l'Alliance Maladies Rares qui regroupe toutes les associations de maladies rares en France, ça veut dire 200 associations, donc 2000 maladies qui sont représentées à l'Alliance. Eurordis, qui est l'Alliance européenne des alliances nationales de maladies rares, donc c'est un peu la voix des malades au niveau européen. Orphanet, qui est une base de données d'information médicale et scientifique. La Fondation Maladies Rares, qui est un peu un chef d'orchestre de la recherche. Et puis Maladies Rares Info Service, qui est un numéro Azure, une téléphonie sociale pour toute personne, toute famille à qui on vient d'annoncer une maladie rare, qui se pose des questions, quel est mon centre de référence de proximité, est-ce qu'il y a des équipes qui travaillent sur cette pathologie,
qui je peux aller rencontrer, est-ce qu'il y a d'autres familles, etc. Donc vraiment tous ces acteurs, pour nous c'est important vraiment de les regrouper dans un lieu unique. Alors ils ne font pas de recherche, sauf la fondation qui coordonne un peu la recherche, mais les autres ne font pas du tout de recherche, mais par contre, tous ensemble, on peut porter la voix des maladies rares pour justement que ces pathologies, qui prises isolément les unes par rapport aux autres, sont en effet concernent très peu de patients, et vous allez voir que tous ensemble, ça concerne énormément de patients. Par contre, pour qu'elles soient reconnues, ces maladies rares, comme un enjeu de santé publique, pour dire que c'est la voix d'énormément de monde. Et voyez, parce que les maladies rares, c'est 6 à 8 000 maladies, donc c'est énorme. C'est 3 millions de personnes en France qui sont concernées. Ça veut dire que si on additionne tous les malades concernés par des maladies rares, ça devient entre guillemets la maladie la plus fréquente. Parce que 3 millions de personnes, c'est énorme. À titre de comparaison, Alzheimer, il y a à peu près 800 000 patients. Donc vous voyez, si on fait le ratio, les maladies rares, 3 millions de personnes en France et 30 millions au niveau européen. Donc c'est vraiment un nombre important. Et ce qu'il est très important de retenir aussi, et là aussi, si j'avais une deuxième image forte et une idée forte qu'il serait bon que vous reteniez, c'est celle-ci. C'est que les maladies rares sont un laboratoire d'innovation médicale, scientifique, thérapeutique pour des maladies fréquentes. Je vais juste prendre 2 exemples. Un premier exemple qui est la progéria. Alors, s'il y a des fidèles du Téléthon dans la salle, vous vous souvenez peut-être de cette maladie, la progéria, parce qu'on avait une petite fille, une petite Mégane qui était sur le plateau des Téléthons. Malheureusement, Mégane nous a quittés depuis. La progéria, c'est une maladie très rare du vieillissement prématuré. C'est-à-dire que voilà, ce sont des enfants qui, lorsqu'ils ont 10 ans, 12 ans, paraissent 80, 90. Elle est très rare, cette maladie, en ce sens qu'on n'a que 2 enfants en France qui sont concernés par la progéria. Donc, vous voyez, extrêmement rare. Pour autant, elle est vraiment, cette maladie très très rare, riche d'enseignements pour plein de choses. D'abord, pour le vieillissement en général. Enfin, on se doute bien, puisque ces petits patients, en l'espace de 12 ans, vieillissent plus vite que pour 80-90 ans dans le déroulement de la vie habituellement. Donc forcément, de comprendre le vieillissement accéléré, ça permet de comprendre les mécanismes du vieillissement en général. On se doute bien. Il y a aussi une chose qu'ont remarqué nos chercheurs, c'est que donc, dans la progéria, c'est un vieillissement accéléré, tous les organes sont atteints, comme dans le cas du vieillissement, sauf le système nerveux central, parce qu'il ne développe pas la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez qu'il y a évidemment un enseignement aussi à tirer de cela. L'autre élément aussi qui montre que la progéria est vraiment source de connaissances, c'est que dans cette maladie, la protéine qui est en cause, c'est la progérine. En général, il ne faut pas chercher très très loin le nom et l'origine des maladies. Donc la progérine est la protéine qui est en cause. Or, la progérine, elle est aussi défaillante chez les patients qui sont sous chimiothérapie ou sous trithérapie. Vous savez, on parle souvent du fond musculaire lorsqu'on est sous chimio ou sous trithérapie. Et donc, les chercheurs, notamment marseillais, qui travaillent dans la progéria, qui sont à l'origine de la découverte du gène, ils ont aussi constaté que aux souris atteintes de progéria, à qui ils donnent 2 molécules, ces souris vivent 2 fois plus longtemps. Conclusion, l'équipe qui est à côté de nos chercheurs marseillais, donc l'équipe du professeur Pierco, teste en parallèle du test de ces 2 médicaments chez les jeunes enfants atteints de progéria, teste les mêmes médicaments chez des patients qui sont sous chimiothérapie, sous trithérapie. Donc vous voyez comment, d'une maladie ultra rare, ça sert d'enseignement sur une maladie bien plus fréquente. Puis un autre exemple que je vous citerai, c'est sur les rétinites pigmentaires, donc qui sont des maladies rares de la vision. Et donc, nous avons dans une forme de rétinite pigmentaire qui est l'amorose congénitale de Leber, des chercheurs, notamment d'Atlantic Gene Therapies, qui est à Nantes, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont développé une thérapie innovante qui est la thérapie génique dans cette maladie. Et ils sont passés à l'essai chez l'homme, puisqu'en 2011, ils ont inclus des patients dans le cadre de cet essai de thérapie génique.
et j'en parlerai tout à l'heure avec des résultats qui semblent en tout cas assez positifs, même si on attend la publication scientifique. Et ce que disent ces chercheurs, qu'ils soient à Nantes, qu'ils soient à l'Institut de la Vision à Paris, c'est que très clairement, les avancées qu'ils obtiennent sur cette maladie rare de la vision, c'est source d'enseignement aussi pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui, elle, concerne 15% de la population. Donc, il y a vraiment des passerelles entre maladies rares et maladies fréquentes, ce qui fait qu'on est tous directement, ou peut-être demain indirectement, concernés par ces recherches qui sont développées et ces innovations qui sont développées dans les laboratoires du Téléthon. Il est clair que s'il n'y avait pas eu cette mobilisation que vous représentez, nous n'aurions pas pu atteindre ces résultats, et surtout, sans vous et sans cette mobilisation à venir, rien, bien sûr, ne sera possible. Pour illustrer cela, 4 familles à l'affiche du Téléthon 2015, et je vais vous les présenter l'une après l'autre, ces 4 familles qui représentent des maladies différentes, j'y reviendrai, qui en général n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Elles viennent en plus, ces familles de régions de France très très différentes, par contre elles ont toutes cette même détermination, cette même énergie, quand j'en parlais tout à l'heure. Elles incarnent bien le combat, ce qu'on appelle le combat des parents, la vie des enfants, qui constitue véritablement l'ADN de notre association. Première famille, première histoire, et je dirais grande victoire. Et Aziza, donc la maman, Séti, son petit bout, son fiston, Aziza de dire, vous voulez savoir si le Téléthon est utile, regardez mon fils. Dès le début qu'on a su pour la maladie, on nous a envoyé dans notre centre, dans le centre de référent en France qui traite les cancers planétaires. On a tout de suite parlé évidemment de greffe de moelle-osseuse, tout de suite aussi on parlait de notre traitement qui allait commencer. On parlait de thérapie génique, il restait une place dans cet essai-là. J'ai eu très très peur quand on m'a dit bon, mais voilà, ça va se faire, ce là je parle larme. Parce que qui dit greffe, qui dit thérapie, dit chimiothérapie, dit isolement, dit souffrance, je savais que mon fils allait souffrir. Et pour moi, il était clair que si je ne faisais pas la vie de mon fils allait s'amener. J'étais persuadée qu'il ne pouvait pas survivre s'il n'avait pas un traitement. Le meilleur moment, clairement, c'est le jour où il est sorti. Le jour où on a pu sortir de l'hôpital, puis un mec dehors, et pour aller d'un bâtiment à l'autre, il a marché. C'était ce premier pas depuis 2 mois, donc il arrivait très mal à marcher. Voilà, on a des images qui sont fantastiques. Et il a envie de marcher, il a le masque, et il est ébloui, c'est le premier contact avec le vent depuis 2 mois après la chaîne stérile. Le Téléthon a vraiment beaucoup changé ma vie. Il m'a permis d'aller visiter les laboratoires, de rencontrer les chercheurs qui ont créé le vecteur pour la thérapie génique. Je dis à mon fils, il serait peut-être pas là de santé. Voilà, quand je vous disais victoire, je pense que Aziza Séti l'incarne bien. Et cette victoire, elle fait suite au premier grand succès de thérapie génique dont vous vous souvenez, j'en suis sûre, les bébés bulles. On en parlait en 2000, la première publication qui montrait que c'était un succès international, notamment porté par le professeur Alain Fischer. 27 avril 2000, thérapie génique, succès pour les enfants traités, les enfants qui auparavant ne pouvaient pas sortir de cette bulle stérile puisqu'ils n'avaient pas de défense immunitaire, traités par thérapie génique, ils allaient bien et je peux vous dire qu'aujourd'hui il y a plusieurs dizaines d'enfants dans le monde qui ont été traités par cette même stratégie thérapeutique et qui vont bien, qui retournent à l'école, mènent la vie la plus normale possible. Voici le plateau avec le professeur Alain Fischer lors du Téléthon 2000. Dans la suite de ce tout premier succès de 2000, Alena, sur le plateau du Téléthon 2007, alors c'est pas une maladie typiquement des bébés bulles, c'est une maladie cousine qui s'appelle l'ADASPID. Alors toutes les maladies rares ont des noms un peu compliqués. Certains prennent des notes, alors il y aura interro écrite après, ça je vous promets. Surtout ne dormez pas. Et donc, Aziza, Alena, et elle est ici dans les droits de Maria Grazia Moncarolo, qui est un chercheur italien, cofinancé par le Téléthon français et le Téléthon italien. Et Alena, dont le papa disait sur le plateau du Téléthon, Alena est guérie, si elle est guérie, c'est grâce au Téléthon. Et je peux vous dire qu'Alena, aujourd'hui, 8 ans plus tard, va toujours très très bien. Téléthon 2009, une autre maladie, la leukodystrophie, où là, 2 enfants traités
pour lesquels la thérapie génique semblait apporter un résultat positif. Je dis semblait parce que après quelques années, ça a permis de reculer un peu, mais la maladie est revenue. Mais en tout cas, ça restait quand même quelque chose de positif sur une autre maladie, l'adrénoleukodystrophie. À chaque fois, vous me direz, bah oui, mais il y a 2 enfants, il y a 5 enfants, il y a 10 enfants, et pourquoi pas plus? Ça justifie d'autant plus cette plateforme industrielle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait produire pour des petits lots de médicaments de thérapie génique et cellulaire. On ne sait pas faire sur des grandes quantités, on ne sait pas produire à l'échelle industrielle. C'est pas comme de la chimie, comme des molécules entre guillemets assez pas banales, mais comme des molécules assez traditionnelles. La thérapie génique, la thérapie cellulaire, ça nécessite des savoir-faire qui sont très spécifiques pour lesquels aujourd'hui, dans le monde, personne n'est en capacité de le produire à grande échelle. Personne. Ni une big pharma, ni une biotech, ni quoi que ce soit aux US. Vraiment, on est tous pionniers dans ces domaines-là, on est tous en train de développer des savoir-faire. Ici, Paul Louis, Téléthon 2009, la bêta-thalassémie, alors une maladie rare du sang, et donc Paul Louis, qui a été traité avec succès. Dans cette maladie rare, les jeunes patients doivent être transfusés, avoir des transfusions sanguines toutes les 3 semaines. Il a été traité, lui, par thérapie génique. Il n'a plus du tout besoin de transfusion sanguine depuis 2009. Mais on a fait 2 patients comme ça, et aujourd'hui, personne dans le monde est capable, encore une fois, de produire à grande échelle sur plus de patients. Mouna, quand je vous parlais tout à l'heure des résultats dans la borrose de Leber, cette forme de rétine pigmentaire, c'est la maladie de Mouna qui a été incluse dans cet essai. Elle fait partie des 9 patients qui ont été traités, pour lesquels on attend la publication scientifique, mais pour laquelle, quand même, sa maman, lors du dernier Téléthon, disait « Mouna voit des choses qu'elle ne voyait pas avant, donc a priori, elle a l'impression, en tout cas, de voir mieux. » Et puis Ilan, qui était aussi ambassadeur avec ses parents du dernier Téléthon, et donc il a une autre maladie très rare, qui s'appelle la maladie de Sanfilippo, et il a lui aussi bénéficié d'un traitement par thérapie génique. Le 15 octobre 2013, il est rentré dans un essai, et c'est une véritable, je dirais, aventure, et c'est un choix qui n'est pas forcément un choix facile qui est fait par les parents quand ils décident et qu'ils acceptent d'inclure l'enfant dans un essai. Pourquoi? Dans cette maladie-là, la maladie de Sanfilippo, c'est mucopolysaccharidose, c'est une maladie qui fait que, en règle générale, les jeunes patients ne vivent pas au-delà de 20 ans, et donc c'est une maladie dégénérative. Et là, un traitement, alors pour lequel la FM Téléthon a largement contribué, puisque à date, nous avons investi plus de 8 millions d'euros de la recherche jusqu'à la mise au point de ce traitement pour seulement 4 patients. Vous voyez. Et donc, ce traitement, a priori mis au point en thérapie génique, il a été proposé aux parents pour le petit Ilan. Et c'est pas simple dans la mesure où c'est une thérapie génique, donc virus, on retire les propriétés pathogènes, on met le gène médicament, et comme c'est une maladie du système nerveux central, il faut l'injecter par voie intracrânienne. Donc c'est beaucoup plus lourd que dans les déficits immunitaires, où dans les déficits immunitaires, on prélève des cellules de la moelle, on les traite ex vivo, et puis on les réinjecte après. Donc c'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'il y a des injections directes dans le système nerveux central, ce qui a été le cas dans le cadre de cet essai. Donc même si pour les parents, et ça vient quelque part, il n'y a pas d'alternative thérapeutique parce qu'il n'y a pas d'autres pistes thérapeutiques, mais accepter et faire le choix, ce sont quand même des pionniers, je dirais, et donc on peut aussi leur dire un grand merci parce qu'ils prennent le risque, et le risque n'est pas neutre, vous vous en doutez bien. Et donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Ilan, alors ça fait tout juste 2 ans qu'il a eu son traitement, va plutôt bien. Il continue à acquérir des choses, qui n'est plus le cas normalement à l'âge d'Ilan, parce qu'il a 5 ans et en général ils sont commencés déjà à perdre. Là, il continue d'acquérir, il est en forme. Je l'ai vu au lancement du Téléthon sur la région parisienne l'autre jour.
Alors donc il me posait la question, il est où Garou? Bah oui, puisque l'année dernière il était sur le plateau avec Garou, et donc il pensait qu'il y avait Garou qui n'était pas très très loin, alors c'était Marc Lavoine. Donc je lui ai dit non, c'est pas Garou, c'est Marc Lavoine. Voilà, pour vous dire qu'en tout cas pour l'instant, lui et les 3 autres enfants, puisqu'ils ont été 4 inclus dans l'essai, vont toujours très bien. On croise les doigts et on espère que les résultats sont complètement positifs et au moins que ça ralentira la dégénérescence, bien sûr, chez ces jeunes enfants. Et donc, une photo d'Aziza et Seti dont je vous ai parlé, qui sont à l'affiche de ce téléthon que vous voyez là-bas, avec là ce produit pour Seti qui a été lui aussi développé par Généton. Alors, dans la maladie de Sanfilippo, je vous ai dit 8 millions d'euros. Là, pour Seti, 10 millions d'euros. Dans le cadre de la maladie de Wiskott-Aldrich, pour traiter 9 patients, dans le cadre de cet essai international. Et aujourd'hui, pour vous donner justement des illustrations, il faut savoir que nous soutenons 37 essais chez l'homme pour 27 maladies différentes. Ça n'inclut pas tous les programmes de recherche, mais pour les essais chez l'homme, puisque je vous ai beaucoup parlé d'essais chez l'homme, au travers de l'histoire d'Aziza et Seti, 37 essais chez l'homme pour 27 maladies différentes. Quand je vous ai parlé des millions par essai, vous imaginez évidemment les besoins qui sont ceux de nos laboratoires et de nos équipes de recherche. Et donc, dans le cadre de ces essais, celui de la maladie de Wiskott-Aldrich de Seti dont je vous ai parlé. Une phrase qui est importante, là aussi je souligne, parce que vous pouvez la retenir. D'ailleurs, elle n'est pas de moi, elle est d'autant plus importante. Elle est du professeur François Gros, qui est président d'honneur de notre conseil scientifique. François Gros est un illustre scientifique qui est de renommée internationale et qui a plus de 90 ans, mais je peux vous dire, il n'a pas perdu un seul neurone. Et il dit la chose suivante: une victoire sur une maladie, c'est une victoire sur beaucoup d'autres. C'est-à-dire que ça rejoint à ce que je vous disais sur le fait qu'il y avait des passerelles entre maladies rares et maladies fréquentes. Il est clair qu'à chaque fois qu'on avance sur une maladie, ça en tire d'autres par derrière. Je souligne parce que quand je donne des conférences, bien souvent, des familles viennent me voir en me disant « Oui, je sais, vous travaillez sur telle maladie, mais sur la mienne, vous ne faites rien. Est-ce que vous êtes sur la mienne ?» Et moi, d'essayer de faire passer ce message que, en effet, si on avance sur une, forcément, ça démultiplie et ça permet aux autres d'avancer. Deuxième famille, deuxième histoire. Alors là, on n'en est pas exactement au même stade que Seti et Aziza. Il n'y a pas encore d'essai chez l'homme. C'est une maladie rare qui s'appelle l'épidermolite bulleuse. On ne s'y attendait pas, donc on est vraiment... je crois que c'était vraiment le gouffre. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en soi. En fait. Une certaine joie de vivre, je ne sais pas, quelque chose de... Donc quasiment tout le corps est atteint plus ou moins de manière importante, mais même au niveau du visage, il a régulièrement des plaies et ça ne cicatrise jamais. Donc c'est des zones qui deviennent de plus en plus sensibles en fait, à une nouvelle plaie. Donc c'est un engrenage dans lequel on ne peut pas sortir. Le combat peut être facile quand tu es en forme, quand tu te sens bien. Dès que tu as un peu de fatigue, le combat est toujours plus compliqué. Donc le combat, tu en as marre. On a marre de battre. L'énergie, il n'y a pas d'énergie, et elle est motivée. Ah ouais, c'est moi. La pathologie de Léo, malheureusement, on est impuissant, on ne peut pas faire grand-chose en tant que parent. C'est pas nous qui allons guérir, voilà. Et le moyen qu'on a trouvé dans notre famille, c'est de se battre en essayant de récolter des fonds ou de faire connaître la maladie. Et puis téléthon, ça ramène de l'argent. Donc l'argent, ça veut dire l'investissement, les gens qui travaillent pour faire de la recherche, et la recherche, c'est ce qu'on attend. Je sais que ça bouge beaucoup en ce moment. Au niveau de l'épidermolite bulleuse, au niveau de la recherche, il y a beaucoup il part sur plusieurs pistes différentes. Donc on a de l'espoir quand même. Le souhait, c'est du gosse. Parce qu'on doit prendre.
cancers et qui guérissent parce qu'on lui a promis. Et donc, comme je vous disais, là, on n'en est pas au stade d'essai chez l'homme, seulement à la souris, pour cette maladie qui est en effet l'épidermose bulleuse. Donc, ce sont des grosses blocs qui se forment entre le derme et l'épiderme. Vous imaginez qu'en plus, c'est extrêmement douloureux pour l'enfant, extrêmement difficile aussi à vivre pour les parents, parce que les parents sont plus des soignants qui ne sont des parents, bien souvent, parce qu'il faut retirer ses pansements dans le bain. La maman devient une infirmière presque à chaque fois que l'enfant est à la maison. Il ne faut pas qu'il se cogne sur quoi que ce soit. Vous imaginez évidemment tout ce qui est difficile dans la vie quotidienne. On en est au stade de la souris, comme je vous le disais, et on soutient différentes équipes, notamment celle du professeur Alain Ofnagnan, qui est à la Fondation Imagine à l'hôpital Necker. Vous avez peut-être entendu parler de la Fondation Imagine, dont nous sommes cofondateurs. Et aujourd'hui, Alain et son équipe travaillent d'arrache-pied à la mise au point d'une piste thérapeutique qui pourrait passer à l'homme dans les 4 ans qui viennent. Et puis il y a aussi l'équipe ISTEM de Christine Badechi à Évry. Et donc là, c'est sûr, non pas de la thérapie génique, mais de la thérapie cellulaire. C'est-à-dire comment pouvoir remplacer les parties de l'épiderme et de derme qui sont évidemment complètement abîmées. Il s'inspire pour cela d'un savoir-faire qui parle des cellules souches et donc cette capacité à refaire de la peau. Et fort de cette technique, justement, ils vont aussi passer un essai chez l'homme dans les 2 ans qui viennent sur les ulcères drépanocytaires. Donc c'est encore une maladie rare, la drépanocytose. Et donc ils vont tester cette capacité des cellules souches à refaire de la peau sur des parties qui sont sur lesquelles il y a des ulcères. Et vous doutez bien aussi, là, dans cette même logique qui est de passerelle maladie rare, maladie fréquente, que si jamais ça marche dans les ulcères drépanocytaires, c'est forcément intéressant pour les ulcères diabétiques qui, là, concernent une grosse partie de la population, et ça vérifie encore cet argument que donnait François Brault du fait qu'une victoire sur une maladie, c'est une victoire sur beaucoup d'autres. 3e famille, alors c'est une toute autre maladie, c'est ni la peau, ni les déficits immunitaires. C'est une maladie rare du motoneurone, la myotrophie spinale. Marie avait 2 ans et demi, on voyait qu'elle avait une certaine difficulté à la marche. Et il a fallu 6 mois d'examen pour vraiment que le diagnostic précis tombe. On a vraiment fait mal, très mal, ça, sur le coup. Je sais que je suis au travail, je me suis effondré, mais c'est ce qui nous arrive. J'ai perdu la marche progressivement. Je sais que c'était difficile les séances de kiné. À chaque fois, on me demandait de marcher. Et au fur et à mesure, ça s'est résumé à juste un seul tour de la table du salon. Je ne pouvais pas l'accepter. Je ne voulais pas de ce fauteuil chez moi. Et en fait, je me suis aperçu. On aurait dû faire plutôt. Elle va l'arracher comme elle veut. C'est une technique qui est indispensable. La maladie Marie a appris beaucoup de choses parce qu'on voit que finalement, ce n'est pas parce que quelqu'un est atteint physiquement d'une maladie qu'il ne peut pas vivre comme tous les autres. Tout de suite, j'ai été en quête de solution. Alors que je connaissais absolument rien à la pathologie et que je connaissais un peu une formation qui me permettait de comprendre ce qui pouvait se passer. Mais il a fallu tout de suite un schéma, un dessin que je comprenne pour m'engager dans la recherche de solutions. J'ai accepté d'être ambassadrice pour diffuser un message comme quoi en fauteuil il est possible de s'intégrer, il est possible de vivre une vie comme on a envie, qu'il ne faut pas s'abattre, il faut continuer faut vraiment se battre tous les jours. Et j'ai vraiment envie que toutes les personnes qui viennent d'avoir le fauteuil se disent en me voyant, elle a réussi, moi aussi je peux réussir. J'ai la chance d'avoir rencontré la FMT Letton, d'avoir rencontré toutes ces familles qui m'ont partagé leur expérience. C'est le combat de ma vie. Et au travers de cette histoire de famille, il y a plusieurs messages, 2 messages essentiels, je dirais. Tout d'abord, dans cette maladie, l'histoire a débuté en 86, donc vous voyez, c'est pas d'hier. C'était peu de temps avant le premier Téléthon, et 86, je dirais, une date importante, 88. Et à l'époque, les familles que vous voyez là sur cette affiche
sur cette photo, était venue rencontrer mon prédécesseur, Bernard Barato, certains s'en souviennent peut-être. Et elle lui avait dit, Bernard, écoute, dans la myopathie du chêne, on vient de trouver le gène qui est à l'origine de la myopathie du chêne, mais dans la myopathie spinale, on ne connaît pas le gène. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est donner notre sang, qu'il y ait une grande collecte d'ADN qui soit lancée, qu'il soit stocké cet ADN dans le laboratoire de Généton, dans les banques d'ADN, et qu'on puisse trouver enfin le gène qui est responsable. Parce qu'à l'époque, on se disait, une fois qu'on trouve le gène, à tous les coups, dans les 10 ans, il y a forcément un traitement qui arrive. Depuis, on sait que ça prend plus de temps entre le moment où on trouve le gène et le moment où il y a le traitement. Mais bref, ça a été vraiment cette volonté des familles, c'est pour ça que quand on parle du combat des familles, c'est la réalité. Et puis 89, le Téléthon avait fait déjà 2 années de succès. Et puis on apporte des moyens à ce centre de génétique médicale qui est à l'hôpital Necker avec Arnaud Muni qui est sur la photo, Judith Malky et un certain nombre d'autres qu'on connaît et qu'on revoit parfois au moment du Téléthon. 95, la grande annonce, 95, il y a localisation, identification du gène responsable de la myopathie spinale. C'était janvier 95, donc il y a tout juste 20 ans, et comme je vous dis, à ce moment-là, on s'est dit, c'est sûr, dans les 10 ans, il y a une solution. Vous allez voir que ça a pris un peu plus de temps. Depuis, nous avons financé 200 équipes, plus de 200 équipes, rien que pour cette maladie, la myopathie spinale, et une autre maladie, cousine de la myopathie spinale, je peux dire, qui est la maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique que certains d'entre vous connaissent sans doute. Donc c'est vraiment 2 maladies qui, même si pour les signes cliniques sont des choses un peu différentes, pour autant c'est toujours le motoneurone qui est en cause. Donc ce sont, on a coutume de dire, des maladies cousines. Donc 200 équipes soutenues. Et puis en 99, une de ces équipes vient nous rencontrer et nous dit: bon, écoutez, nous, on a développé une recherche qu'il faut vraiment complètement isoler, créer une petite bibliothèque à partir de cette recherche, parce qu'on sait que ça va nous permettre d'aller plus vite, d'aller jusqu'au traitement, et on va essayer de lever d'autres investissements que les vôtres, mais on sent qu'on va pouvoir y aller. Il crée cette bibliothèque en 99. En 2000, il découvre une molécule qu'on appellera Olezopsine, donc vous voyez dans la liste des noms un peu compliqués. 2007, début des essais chez l'homme. Donc il teste cette molécule dans la maladie de Charcot. Conclusion, ça ne marche pas. Et puis il débute dans la foulée, il débute dans la myopathie spinale, puisque c'est une maladie cousine, mais avec des mécanismes un peu différents. Ils se disent là, ça peut peut-être marcher. Et conclusion, résultat début 2014. Alors cet essai clinique, il s'est passé chez 160 jeunes, de 5 ans à 25 ans, 160 au niveau international. Conclusion début 2014, résultat positif. Alors qu'est-ce que ça veut dire résultat positif? C'est pas lève-toi et marche, hein, non. Mais pour autant, ce qui a été constaté, c'est qu'il y avait en tout cas un très fort ralentissement de l'évolution de la maladie, voire un arrêt de l'évolution de la maladie avec cette molécule qui est l'olezopsine, qui est une chimie. C'est pas de la thérapie génique ni des thérapies cellulaires, c'est une chimie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? Publication, évidemment, puisque les résultats étaient positifs. Et puis, c'est la vie des biotech et des big pharma. 4 big pharma 4 industriels pharmaceutiques sont intéressés à racheter cette petite biotech. Évidemment, c'est de la chimie, c'est pas thérapie génique, thérapie cellulaire. Et ça, c'est ce que savent faire les industriels de la pharmacie en général. Sur les 4 big pharma, il y en a une qui est retenue par les investisseurs institutionnels de Trophos. Et donc, Roche a racheté en 2015 cette petite biotech Trophos. Et nous sommes rentrés dans les discussions. Pourquoi? Parce que nous avions engagé financièrement plus de 23 millions d'euros rien que dans Trophos. 23 millions d'euros. Ça nous donnait droit à quoi? Nous avions, pour cela, la licence exclusive mondiale de cette molécule dans la myopathie spinale. Parce que apporter des moyens dans une petite biotech, ok, mais il faut bien que nous ayons en compensation des droits. Et donc, nous avions négocié ces droits dans cette molécule pour la myopathie spinale. Ce qui fait que nous sommes rentrés dans les discussions et nous avons revendiqué 2 choses. La première chose,
c'est garantir l'accès des malades aux médicaments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, que les 160 jeunes qui étaient dans l'essai n'avaient plus de médicaments, puisque Trophos était une petite bibliothèque qui n'avait pas trop de moyens et avait arrêté la production de cette molécule. Ils l'avaient fait sur une petite échelle, ils avaient arrêté. Donc la première chose qu'on demande à Roche, qu'on a demandé, c'est, quand ils reprendront la production, de faire le plus vite possible et que les 160 jeunes qui n'avaient plus de médicaments, qui avaient montré un effet positif, puissent le reprendre le plus vite possible, ce qui sera le cas début d'année 2016 ou plus tard, voire fin d'année 2015 pour la reprise par les 160 jeunes de cette molécule. Deuxième chose que nous voulions aussi obtenir, c'est un engagement de la part de Roche d'aller jusqu'à la mise sur le marché. Parce que pour nous, c'est important. Ce n'est pas seulement les 160, mais c'est des milliers de jeunes et de moins jeunes qui ont cette maladie et qui auraient besoin de ce traitement. Donc, objectif, mise sur le marché à horizon 2018. En tout cas, c'est à peu près le calendrier qui, aujourd'hui, avec lequel on a convenu avec Roche. Troisième chose dans garantir l'accès aux médicaments, c'est faire que si jamais demain, pour une raison ou pour une autre, soit avant la mise sur le marché, soit après, Roche arrêtait le développement de ce médicament, nous puissions récupérer notre licence. Ça, c'était important. Et puis, ce qu'on a voulu aussi, c'est un juste retour sur investissement. C'est-à-dire, on a mis 23 dans Trophos et en tout, on a mis 65 millions d'euros dans les recherches concernant la neutrophie spinale et la maladie de Charcot. Ce que nous voulions, c'était au moins récupérer ce que nous avons mis pour le réinjecter dans la recherche. Ce n'est pas pour se partager entre actionnaires. Nous, ce qu'on veut, c'est réinjecter dans la recherche ce que nous avons évidemment discuté, négocié et obtenu de la part de Roche. C'est en tout cas une première grande victoire que l'on peut aussi raconter au travers de l'histoire de Marie et de sa famille, parce qu'on sait que, et c'est ça notre priorité, dans les 3 ans qui viennent, ce sera un médicament mis sur le marché la première fois pour une maladie comme la neutrophie spinale et un premier médicament. Donc ça, c'est une belle victoire qu'on peut raconter au travers de l'histoire de Marie. Et puis une deuxième grande victoire qu'il ne faut absolument pas négliger non plus, c'est le fait que Marie, aujourd'hui, elle a 20 ans, exactement l'âge de la découverte d'ailleurs du gène responsable de sa maladie, qu'elle est une citoyenne comme les autres, que Marie, elle est en train de préparer une licence de physique, elle doit être prof de physique, elle mène une vie, je dirais, la plus normale possible, et c'est une victoire de la citoyenneté qu'on peut raconter. C'est le fait que le regard de la société a changé sur le handicap, notamment grâce au Téléthon. C'est le fait qu'on a pu contribuer avec d'autres associations à faire évoluer la législation, notamment dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour qu'il y ait reconnaissance du droit à compensation, reconnaissance du projet de vie des personnes en situation de handicap, de vraies victoires auxquelles on a contribué. Et puis cette loi de 2005, elle a eu 10 ans cette année, c'était aussi le moment auprès des pouvoirs publics, soit au niveau local, soit au niveau national, de dire il y a des choses formidables qui sont passées depuis cette loi, et puis il y en a d'autres sur lesquelles il faut continuer d'avancer. Voilà, des progrès, mais il y en a encore à faire, c'est clair, 10 ans après la promulgation de la loi 2005.
Quatrième famille, c'est Benoît, le papa, Nicolas. Nicolas est atteint d'une maladie rare des muscles, l'hépatite du chêne. Je n'avais pas vraiment réalisé le jour où je savais que j'avais une maladie. Pour moi, je ne savais pas vraiment la gravité de ce que c'était. Je me disais, j'ai un problème de marche, voilà. Quand tu apprends ça, quand tu apprends le diagnostic, effectivement, tu as un moment d'incrédulité. Tu as pris un grand coup sur la tête, c'est fini, tu flageoles. Et là où je dis, sur le ring, et tu te demandes ce qui va se passer. D'abord, je lui ai dit, tu sais, on va vivre la vie normalement, on va faire les projets normalement, et tu vas être heureux. On va s'arranger pour que tu sois heureux. Il y a vraiment presque toute l'utilité. On peut considérer qu'à partir des prochaines semaines, il va se déplacer exclusivement en fauteuil. Là, c'est la marche, et je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais il y aura sûrement quelque chose encore pire que perdre la marche, je ne sais pas, mais on découvre de jour en jour et la perte se fait au fur et à mesure. À quel moment est-ce que la maladie me fait du mal? Elle me fait du mal quand je vois son courage. Il n'existe pas par terriblement courageux. Elle me fait du mal quand je pense à ses projets, quand il pose des questions d'homme, des questions du genre. Papa, est-ce que je me marierai un jour? Papa, est-ce que je pourrais avoir des enfants? Papa, si j'ai des enfants, comment je ferais pour les prendre dans les bras? Mais j'essaie de profiter le plus possible de l'instant présent. Je sais qu'il y a très peu de gens de mon âge qui pensent à ça, mais comme moi, j'ai moins de temps devant moi, j'ai pas le temps de me dire je réfléchis jusqu'à 30 ans, c'est pas trop tard. Pour moi, directement, en ce moment, c'est plutôt le Téléthon il y a 10-20 ans que je remercie, parce que ce qui se passe maintenant, ce que j'ai maintenant, c'est le résultat de ce qui était il y a 20 ans. Je fais tout ce qui est possible, tout ce qui est dans mon pouvoir. Je ne suis pas chercheur, je ne peux pas chercher. Mais je peux intervenir au Téléthon pour aider à relever les fonds et permettre aux chercheurs de faire leur travail. Le combat, il est au quotidien. Il est dans la vie tous les jours. Il aide de sortir la tête de l'eau et de respirer. Il aide de continuer à voir le soleil quand il fait beau. En fait, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être en action. C'est pas une option. C'est pas une option. Je pense que là, la lucidité de Nicolas est remarquable, comme d'ailleurs la lucidité de tous ceux qui sont concernés, mais aussi la force de ce jeune, la force de son papa. Et évidemment, le côté évolutif de la maladie qui fait que, heureusement, bien sûr, il y a des consultations pluridisciplinaires, puisqu'on apporte un soutien à environ une cinquantaine de consultations réparties un peu partout sur le territoire pour avoir une prise en charge médicale de proximité, à l'image de ce que nous avons à l'Institut de biologie. Heureusement, nous avons mis en place des services régionaux. Et dans la salle, je tiens à souligner en effet la présence de Mme Bernadette Berthelet, des référents parcours de santé du service régional de Poitou-Charentes, donc nos services régionaux qui sont là pour répondre à la demande des familles, pour trouver des solutions. On leur demande d'être des trouveurs de solutions, d'avoir une obligation de résultat, et donc de répondre à toutes ces problématiques, de fluidifier le parcours de santé des malades et des familles. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 170 professionnels qui sont sur tout le territoire dans nos services régionaux qui répondent à la demande, et ce sont des professionnels qui dépendent complètement des fonds du Téléthon. On parle souvent de la recherche. Important de souligner aussi que nous aidons et nous accompagnons les familles. Pourtant, vous l'avez compris, au travers de l'histoire de cette famille, il y a urgence. Ce sont des maladies évolutives et incurables pour beaucoup d'entre elles. D'où l'importance, bien sûr, du Téléthon. Nous en venons au cœur aussi du sujet, avec des familles qui témoignent, ces quatre familles-là, ambassadrices au niveau national, et puis il y en a des dizaines, que disent parfois des centaines d'autres, un peu partout sur le territoire. Nous avons un parrain, bien sûr, au moment du Téléthon. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, Marc Lavoine, parrain de ce Téléthon 2015, qui succède à Garou, qui lui-même succédait à Patrick Bruel. D'ailleurs, ça fait 12 ans que je suis présidente, on me dit qu'il y a plus de parrains que de marraines en 12 ans. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait que je sois une femme, ça c'est sûr, même si, c'est quand même pas désagréable. Enfin, en tout cas, je trouve que ça fait partie des petits moments un peu sympathiques. On n'a pas toujours que des moments sympathiques quand on est président. Mais là,
de rencontrer Parrain, oui, c'est pas mal. Et donc, quelques images de Marc Lavoine. Marc Lavoine, il vous fait plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Quand j'étais gamin à l'issue dans mon club de foot, les bénévoles me rendaient la vie facile. Je ne les ai jamais admirés. Sans la formidable énergie des bénévoles, rien ne pourrait se faire. Pour moi, ce sont les héros du quotidien. Balle que balle, ils n'oublient jamais les autres et donnent sans arrêt. Merci de votre générosité. Vous êtes le plus beau visage de l'humanité. Les malades, les familles, les chercheurs ont besoin de vous. Moi aussi. Voilà, vous êtes le plus beau visage de l'humanité. Ça, c'est ce qu'il vous dit à vous. J'ai pris mon petit déjeuner avec lui. Il mange quoi? Il boit que du café. Il boit que du café. C'est tout ce qu'il a pris. Alors évidemment, du coup, j'ai pas beaucoup de croissant, mais rien du tout. Je me suis dit, je vais pas avoir 4 mois en prenant les viennoiseries en plus, donc j'ai pris du thé. Voilà. Et donc, au-delà de ça, il est venu aussi visiter nos laboratoires. Il est venu rencontrer des familles, c'était il y a quelques jours. Et il a vraiment passé beaucoup de temps. Vous voyez, il s'est livré à tous les exercices, mettre la charlotte, la blouse, etc. Se faire expliquer la thérapie génique, se faire expliquer la thérapie cellulaire. Il est arrivé à 9h30 le matin, il est reparti à 16h30. Donc vraiment, il a pris une journée entière. Et puis, il y aura d'autres moments de rencontre, bien sûr, avec les familles. Donc, il s'est rendu très, très disponible. On espère, on pense très fort qu'il sera un très, très bon parrain, bien sûr. Et puis, le Téléthon, c'est vous qui avez cette faculté de colorier la France en jaune, j'ai envie de dire, avec ces belles banderoles Téléthon, des ballons partout. La fête partout, parce que je pense que vous l'avez compris, mais justement, quand je racontais les histoires des familles, c'est vrai que c'est pas toujours facile au quotidien, mais le Téléthon, c'est d'abord et avant tout la fête, la convivialité. On rit, on mange. Ça, c'est sûr qu'on mange aussi beaucoup. Et je vous ai fait un condensé de 2 minutes d'images du Téléthon de l'année dernière. C'est la seule façon de l'aimer. Que il faut donner. C'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon de l'aimer. Merci Paris, merci toutes les villes et tous les villages qui nous accueillent. Merci tous les bénévoles, toutes les associations qui sont vraiment motivées. C'est une grande fierté, c'est une émotion, c'est une mobilisation de toute France Télévisions. Ce soir avec cette installation incroyable qui est une première au monde. Franchement, c'est le plus beau Téléthon du monde et c'est évident que la France en est fière. Alors lui, il mange beaucoup plus, garçon. Je te donne mes secrets fragiles. Réaliser quand te découvrir, tu me c'est la seule façon d'aimer. Te découvrir, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. On va applaudir les Français pour avoir soutenu le temps. Voilà, des images fortes
et ces images fortes aussi que vous donnez sur le terrain. En conclusion, je voudrais juste vous dire que si je vous ai montré toutes ces réalisations, et on espère qu'on en aura encore bien d'autres, plus emblématiques, plus fortes encore que jamais dans les années qui viennent, ce que vous nous apportez, ce n'est pas seulement les moyens de nos ambitions et les moyens de nos actions sur toute l'année. Ce que vous nous apportez à nous, familles, c'est vraiment la niaque, l'énergie, la force de pousser les portes lorsqu'elles se ferment devant nous et malheureusement devant nos enfants, devant nos familles, devant nos malades. Bien souvent, la porte, elle est fermée. Donc c'est cette énergie-là que vous nous transmettez. Et pour tout cela, je voudrais vraiment vous dire un immense, immense merci. Merci aussi de faire que demain, on puisse respecter la parole et la promesse qu'on a faite à nos enfants. Merci du fond du cœur. Alors, le Téléthon est né aux États-Unis en 66, nous l'avons importé en France en 87, et il faut savoir qu'il y a, notamment en Amérique latine, il y a des Téléthons. En France, quand on l'a importé, nous avons déposé la marque au niveau européen, et sauf dans les pays anglo-saxons, c'est tombé dans le domaine public. Par contre, en Europe, l'autre Téléthon le plus important, c'est l'Italie, qui collecte à peu près 35 millions d'euros. Mais il faut savoir que nous sommes le plus gros Téléthon au monde. Voilà. C'est pas si souvent que ça qu'en France on est les premiers. Hein. Donc pour une fois qu'on est les premiers, on peut se dire entre nous. Hein. Donc c'est le plus important en effet au niveau mondial en termes de collecte en si peu de temps, parce qu'en 2 jours, même si après il nous faut plusieurs semaines pour remonter la totalité des fonds, mais c'est le plus important Téléthon au monde en termes de collecte, surtout grâce au terrain, grâce à ce que vous représentez. C'est-à-dire que 40% du compteur, c'est le terrain. Par exemple, le Téléthon 2014, en chiffre final, c'est près de 93 millions d'euros. Et dans les 93, il y en a 37,5 qui viennent du terrain, c'est-à-dire vente de crêpes, lâcher de ballons, course à pied, montgolfière, enfin tout ce qu'on veut, toutes les manifestations les plus délirantes les unes par rapport aux autres. Ce que vous organisez, c'est ce qui vraiment, d'abord, constitue un lien social exceptionnel et ce qui nous fait une collecte qui est absolument pas dépassée, même dans les pays les plus dynamiques, et que non, il n'y a pas la force T que vous représentez. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de recherche, hein, parce que la recherche elle est très internationale, et les chercheurs qui cherchent, comment on peut dire, sur telle ou telle maladie, savent exactement quels sont leurs compétiteurs, on va dire, à l'international, ou quels sont ceux avec qui ils doivent s'organiser en réseau. Donc, parce que heureusement qu'il n'y a pas que la générosité publique qui finance la recherche dans le monde. Aux États-Unis, il y a le NIH qui est l'équivalent un peu de l'INSERM et du CNRS chez nous, qui apporte des financements aussi importants. Donc il y a de la recherche dans tous les pays et il y a vraiment des collaborations internationales pour toutes les équipes de recherche qui chacune sait exactement quels sont les autres compétiteurs dans les autres pays. Deuxième question. Une question? On distribue les copies pour faire les interrogations. Alors, que mange Garou? Lui, c'est un épicurien. Lui, je peux vous dire, voilà, j'ai déjeuné avec lui par petit déjeuner.
Et alors, je me souviens plus exactement, mais il a pris un verre, 2 verres de vin, il a bien mangé, voilà. Et voilà. Parce que sinon, dans ce milieu-là, ils font un petit peu au régime souvent. Bon, faut pas que ce soit, c'est pas diffusé, hein, ce que je dis. Hein. On n'est pas Facebook ni rien de tout cela. Mais c'est vrai qu'en général, il faut un peu plus d'attention, voilà. C'est tout? Oui. Non, ils viennent bénévolement et les animateurs sont aussi... faites bien de poser la question parce qu'elle ne m'est pas toujours posée, mais il y en a plein qui derrière disent « Ah ouais, mais... » Non. Les animateurs, ils sont dans leur cadre de leur travail habituel puisque ce sont des animateurs du service public, donc ils sont payés à la fin du mois comme d'habitude, voilà, puisqu'ils sont service public. Et pour ce qui est des artistes, bien sûr, ils viennent gracieusement, le parrain, il vient gracieusement, voilà. Et on leur donne à manger quand ils sont sur le plateau, ça c'est sûr, mais comme ils ne mangent pas beaucoup, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de légumes qu'on trempe dans des trucs, là, légumes crus. Mais non, ils ne sont pas rémunérés. Sophie n'a dit, dans le cadre de leur mois habituel, puisqu'ils sont service public, mais c'est tout. Pas de questions tabou, hein, justement. C'est bien de le poser. Oui. Bah, bien sûr. Bah oui. Et dans notre budget annuel, donc le budget annuel, comment dirais-je, en termes de pourcentage sur les fonds employés tous les ans, donc il y a environ 19 sur 100 € employés par l'association, environ 19 € le sont sur les frais de collecte et les frais de gestion, 81 € sur les missions sociales. Ça veut dire quoi en valeur absolue? Ça veut dire que en ce moment, par exemple, on est en train de faire le budget de l'association. Sur la partie scientifique, c'est de l'ordre de 60 à 70 millions d'euros. Et pour la partie aide aux malades, c'est de l'ordre de 35 millions d'euros. Voilà. Et le reste pour les frais de collecte et les frais de gestion. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question à vous poser par rapport à la présentation des budgets, etc. On a une initiative, donc Corseté à Dompierre-sur-Mer, on a une initiative qui émane de nos enfants. Lorsqu'on a dit qu'on réitérait l'opération pour cette année, les enfants nous ont dit oui, mais le Téléthon, c'est quoi? Et donc, avec l'équipe du centre social du Village de Nice, on est parti sur un projet d'explication du Téléthon aux enfants. Et par rapport à ça, je voulais savoir si vous disposez d'une bibliothèque ou de supports visuels qui pourraient effectivement nous permettre de partir sur la création d'un livret explicatif avec des paroles d'enfants pour les enfants et expliquer ce que c'est que le Téléthon. Oui, normalement on a un kit pédagogique pour justement les enfants. Ça dépend de c'est quel âge. Tout petit. Ah oui. Donc il y a le kit. Vas-y. Oui. Alors dans notre département, nous avons deux personnes de la coordination qui sont justement formées pour intervenir dans les écoles maternelles et primaires. On intervient surtout dans les écoles primaires. Ces deux personnes sont ici dans la salle, si vous voulez après les rencontrer, notamment Pauline qui est dans la derrière, qui est en train de vendre des petits objets du Téléthon, n'hésitez pas à les acheter. Voilà. Donc vous pourrez en discuter avec eux. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a... Oui, il y en a quoi? Bonsoir, je fais partie des artistes qui participent tous les ans au Téléthon. L'année dernière, je ne sais pas si vous avez un accord avec la Société des auteurs ou la SACD. La SACD. La SACD. Parce que la SACD, que je dépends, je suis comédien, vous avez visiblement pas... Parce que l'année dernière, ils m'ont demandé des droits parce que j'avais joué gratuitement dans le Téléthon. Donc je les ai envoyés gentiment.
peux les envoyer sur les roses, mais j'ai pas eu de nouvelles. Ils m'ont dit que j'allais avoir des nouvelles parce que je vois que vous êtes payé. C'est quand même logique que je ne dois rien toucher et tout donner pour le téléphone. Donc je voulais savoir si vous avez des accords. Je sais que vous avez on a des accords normalement avec la SACEM, c'est-à-dire que si les artistes viennent gracieusement avec la totalité des bénéfices et reversés au Téléthon, il n'y a rien à payer. Oui, mais la SACEM et la SACD, c'est deux choses totalement différentes. D'accord. Je ne sais pas si Laurence elle est là. Ah voilà. Vous avez, Laurence, une réponse à apporter à cela? On n'a pas d'accord avec la SACD. Donc on est tenu, enfin même en étant Téléthon, on est tenu de se conformer à une règle d'État. Voilà, je pense qu'il y a qu'avec la SACEM où effectivement on a un partenariat, comme disait Laurence, mais avec la SACD, aucunement. Moi je pense qu'il prenez contact avec eux en amont, en explicitant le projet. Voilà, après c'est aussi une affaire de personne, donc vous pouvez tomber sur quelqu'un compatissant, mais voilà, on est aussi tenu de... Vous avez des frais sur cette manifestation ? Et puis il faudrait, Laurence, remonter ça, faut qu'on remonte ça parce que peut-être qu'on peut avoir le même partenariat qu'avec la SACEM. J'avais jamais entendu ça sur le terrain. Oui, bonjour. Moi je suis artiste aussi, je vais me présenter, je fais partie du Téléthon, gracieusement, bien entendu, bénévolement. À partir du moment où il n'y a pas de rentrée d'argent qui rentre dans ta caisse, ils ne doivent pas te demander. C'est clair, que ce soit la SACEM, la SACD dans le théâtre, c'est exactement pareil. Dès l'instant qu'il n'y a pas un financement, de l'argent qui rentre dans ta caisse, ils n'ont rien à te demander. C'est très clair. Voilà. Ah non, mais il n'y a pas de bien vouloir ou pas vouloir. C'est comme ça. Ok. Bon, vous nous donnerez les coordonnées, puis on va essayer au niveau de la coordination. Si je peux ne pas aller en prison, ça ira bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'après, il y a les artistes, me semble-t-il, parce qu'ils sont très nombreux dans le coin à se produire gracieusement. Et 1000 fois merci aux artistes qui se produisent gracieusement au moment du Téléthon. Merci évidemment à vous toutes et à vous tous. Est-ce qu'il y a une dernière question? Plus de questions. Une fois. Plus de questions. 2 fois. 3 fois. Adjugé vendu pour le Téléthon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Laurence pour cette magnifique démonstration. Eh bien, avant de passer à des choses un peu festives, je vais laisser la parole à notre responsable de l'animation, justement de tous ces artistes qui se produisent bénévolement à travers le département. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas tous là. Je tiens à préciser que justement, nous avons nous aussi dans le département, tous les ans, prenons un parrain et une marraine. Voilà, pour justement les récompenser, leur dire un grand merci. Ils se produisent tous, bien sûr, bénévolement. Et je vais laisser la parole à notre ami Jean-François, mais avant, dès l'instant de leur présenter, avant de passer sur les buffets que nous offre, le verre de l'invité que nous offre donc la maison Toyota, et aussi Via Nature, qui est un de nos partenaires aussi départemental, eh bien, en vous levant tout à l'heure, je vous demande, pour les personnes qui sont valides, de nous emmener des chaises sur les bords, de les empiler. Ça nous facilitera la tâche. Je vous en remercie. Donc on va vous présenter maintenant, parce qu'au niveau national, il y a bien un parrain, en Charente-Maritime, il y a un parrain et une marraine. Donc on va commencer par la marraine, qui
Team Live de nos maires. Marraine du Téléthon 2015, encore à l'arrêter. Le parrain, maintenant, un tout jeune, Nicolas Salam, chanteur et chanteuse. Et puis après, il y a donc une comédienne, un comédien, un ventriloque. Je vais dire, ils ont un pour pas vous manger. Voilà. Maurice Bonnet, qui n'est pas venu ce soir avec son petit copain Fripouille. Voilà. Chopot, Maridis et Seb, qui était parrain du Téléthon en 2014. Imitateur, chanteur. Le retour! Yes! Et ils sont tous là pour arriver aux manifestations en Charente-Maritime. Voilà. Un grand merci. Et tout à l'heure, vous allez voir Tim et puis le parrain et la marraine qui vont faire une petite animation. Voilà. Une grande animation? Oui, grande animation. Et puis maintenant, on avait réservé la plus belle pour la fin. Ah oui. Miss Prestige Poitou-Charentes 2014. Et Toyota est partenaire de Miss Prestige, encore cette année, 2015, parce qu'elle va bientôt laisser son écharpe à une nouvelle Miss. Voilà. Et donc, je pense qu'il va participer à la manifestation Téléthon du Rugby Club de La Rochelle. Voilà. Donc, si vous venez à la soirée cabaret du Rugby Club, vous pourrez voir Mademoiselle. Et je pense qu'il y a Jean-Marc Rébois aussi, il y a deux autres chanteuses, et Maurice, bien sûr, Maurice Bonnet et sa petite fripouille. Voilà. Merci. Merci à tous.